Bonsoir à tous, ça vous regarde, une heure de débat politique et parlementaire. Près de 8 mois après les attaques djihadistes les plus meurtrières jamais perpétrées en France, et au terme de quelques 200 heures d'audition, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats a publié son rapport. La France tire les leçons des attaques terroristes. Ce rapport met en lumière les failles dans le renseignement, les aberrations au moment de l'intervention au Bataclan, les rivalités entre police. Le ministre de l'Intérieur a donné sa réponse à la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015. Selon lui, certaines préconisations sont déjà mises en œuvre dans une lettre de 12 pages au président de la commission, Georges Fenech, les Républicains, et à son rapporteur, Sébastien Pietrasanta, socialiste. Bernard Cazeneuve assure avoir pris connaissance avec le plus grand intérêt de leurs 40 propositions. Il réaffirme aussi ses réserves sur une refonte du renseignement. Alors, y a-t-il eu des failles dans le renseignement et dans les services de police? Le travail de cette commission d'enquête va-t-il servir? Peut-on retenir des leçons de ce qui s'est passé? On en parle avec vous via le JDD, notre partenaire. LCP.fr, ça c'est notre site. #CVR, ça c'est pour les tweetos. Et notre compte Facebook pour être tout à fait complet. On en parle surtout avec nos invités. Anne-Yvonne Ledin, bonsoir. Vous êtes députée socialiste de l'Hérault et vice-présidente de la commission d'enquête. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Serge Grouard, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains du Loiret et secrétaire de la commission d'enquête parlementaire relative aux attentats. Roger Marion, bonsoir. Vous êtes ancien chef de la division nationale antiterroriste. Je signale votre ouvrage Raison d'État des affaires corse à Mera, les dérives du renseignement, aux éditions La Martinière. Alexis Lebrun, bonsoir. Vous êtes un rescapé du Bataclan, porte-parole de Life for Paris, association qui vient en aide aux victimes des attentats et à leurs familles. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Avant de débattre, le point sur cette conférence de presse tout à l'heure de Georges Fenech, président de la commission d'enquête sur les attentats, a remis à Claude Barthelone son rapport, 2 gros pavés, des préconisations et beaucoup de questions. Jean-Baptiste Daoulas. En écho aux déclarations d'une rescapée du Bataclan, il y a dans ces pages le pire de l'être humain. On y trouve aussi le meilleur. Plus de 6 mois de travail et 200 heures d'audition résumées dans le rapport de la commission d'enquête sur les attentats de 2015. Les députés font 40 propositions pour améliorer la lutte contre le terrorisme et la prise en charge des victimes. Parmi les plus polémiques, la proposition d'une réforme en profondeur des services de renseignement, avec la création d'un directeur national du renseignement pour mieux coordonner l'action des services. Une idée très mal accueillie par le ministre de l'Intérieur la semaine dernière. Le ministre a donné le sentiment, en tout cas, de rejeter et de jeter aux orties pratiquement tout ce que nous avions fait en parlant de plum pudding, comme si nous rajoutions au millefeuille, ce qui n'est pas du tout le sens de notre travail. Au contraire, nous voulons le rationaliser et nous voulons le rendre plus opérant. Non, ce qui s'est passé, c'est que depuis, effectivement, je pense qu'il y a eu certainement une lecture très attentive de notre rapport, et nous avons reçu une note en réponse, très, très étoffée, ouvrant des portes de réflexion et de dialogue. Dans une note de 12 pages, Bernard Cazeneuve répète qu'une fusion des services de renseignement risquerait surtout de les déstabiliser. En revanche, le ministre valide l'idée de mieux associer la gendarmerie avec les services de renseignement. Dans leur rapport, le président et le rapporteur de la commission d'enquête publient également le contenu des auditions à huis clos des patrons des services de renseignement. L'un d'eux confie par exemple qu'il craint des attentats à la voiture piégée. Des informations précises, même si des précautions ont été prises pour qu'elles ne servent pas à renseigner les terroristes. Ce qu'on rend public, c'est une audition qui est corrigée, amendée, voire caviardée. Ce n'est pas le parfait manuel du petit djihadiste. On a vraiment tenu à éviter cet écueil-là. Il y a des sujets que l'on n'a délibérément pas abordés dans ce rapport-là pour éviter effectivement de donner du grain à moudre à un certain nombre de terroristes. Les attentats de 2015 restent un sujet très sensible pour le gouvernement. Bernard Cazeneuve a reçu les familles des victimes aujourd'hui, avant une rencontre demain matin avec les députés de la commission d'enquête. Voilà, alors question toute simple, après avoir lu ce rapport, est-ce que les attentats de novembre dernier auraient-ils pu être évités? Anne-Yvonne Ledin. Je ne sais, et je ne vois pas comment on pourrait le savoir.
On est face à une situation qui, au niveau mondial, est extrêmement délicate. On a une population, des gens extrêmement radicalisés, sur des postures pseudo-religieuses ou religieuses, et qui ont des armes, et qui ont pris en main un territoire qui est assez grand, même s'il est pour beaucoup désertique. Et on voit, ils attaquent partout. Ils attaquent partout, ils attaquent au Pakistan, ils attaquent y compris dans des pays musulmans, ils attaquent au Danemark, ils attaquent aux États-Unis. Donc on a, et il y a parfois ils revendiquent, parfois ils ne revendiquent pas, mais quand ils ne revendiquent pas, on sent qu'ils ont initié dans l'esprit de certains des faiblesses qui aboutissent à des crimes et à des morts. Donc on est face à une situation de guerre, le ministre de l'Intérieur l'a déjà dit, et ça va durer un certain temps, et un temps qui ne sera pas court. Donc que la commission d'enquête ait pointé un certain nombre de forces, et notamment le professionnalisme de nos services, la réactivité, la vitesse, le courage physique, c'est bien, je crois. Serge Que, Roy, voilà, que par ailleurs... on va poursuivre. Serge Roy, même question. Les attentats de novembre dernier auraient-ils pu être évités? D'abord, l'honnêteté intellectuelle ne me permet pas de répondre à cette question. Il faut le dire, on ne peut pas savoir, c'est extrêmement difficile. Bon. Deuxièmement, une fois que l'histoire est connue, on a toujours tendance à la refaire. Et de dire, mais comment se fait-il que... C'est facile, une fois que ça s'est passé, de remonter. Bon. Maintenant, effectivement, on ne peut pas dire non plus tout va bien, dormez tranquille. Voilà. Donc, moi je dis une chose, simple, basique. Si effectivement nous sommes en guerre, et les autorités, et notamment le président de la République, n'ont pas cessé de le dire, alors soyons clairs et nets. On fait la guerre. Et si on fait la guerre, on la fait pour la gagner. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas vraiment la guerre. Roger Marion, quand on lit ce rapport, il y a toujours les mêmes constats, il y a 3 constats. On savait tout au niveau renseignement, mais on ne savait pas ce qu'on savait. On a mal connecté les données, on ne les a pas bien partagées. Et le 3e constat, il ne faut plus que ça se reproduise. C'est ça? Oui, mais c'est très difficile d'anticiper. On voit très bien les limites des mesures qui ont été prises, des mesures de protection, de dissuasion, de prévention avec les dispositifs Vigipirate, Sentinelle et autres. En ce qui concerne l'action des services, Madame Le Dain l'a dit tout à l'heure, c'est quand même la première fois qu'on se trouve face à une situation, à une organisation terroriste qui s'est autoproclamée État, qui a une implantation territoriale et qui maintenant, au moment où elle commence à perdre du terrain, développe effectivement les actions terroristes dans le monde entier. Donc, dans ces conditions, c'est très difficile et c'est pas sûr que nos services, dans lesquels j'ai travaillé, puissent et pu, disons, prévoir et juguler cette menace. Il y a bien évidemment la question habituelle de ce qu'il est convenu d'appeler la guerre des polices. On va en parler tout à l'heure. Je voulais donner la parole à Alexis Lebrun. Vous avez été reçu par le ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a reçu les associations de victimes. Oui, absolument. Écoutez, il a pu un petit peu développer son point de vue sur ce rapport suite aux déclarations qu'il avait pu faire la semaine dernière. Voilà, on a un peu médiatisé sa réponse au rapporteur à l'Assemblée nationale. Nous, on n'avait pas polémiqué là-dessus parce que ça concernait effectivement le point précis de la fusion des services de renseignement. On a pu aborder ces points avec lui calmement et constater qu'effectivement, il avait, je pense, tout à fait conscience de la gravité de ce qui s'était passé et qu'effectivement, des mesures devaient être prises. Vous êtes président de l'association Life for Paris, c'est quoi? Porte-parole, oui. Porte-parole, c'est quoi? Que fait cette association? C'est quoi votre travail au jour le jour? Alors, c'est une association en fait qui vient en aide à toutes les victimes des attentats du 13 novembre, c'est-à-dire de tous les sites qui ont été touchés et également de toutes les situations qui peuvent être trouvées, c'est-à-dire à la fois les personnes évidemment qui sont des familles de victimes, les personnes qui ont été blessées physiquement, toutes les personnes blessées psychologiquement, un certain nombre de primo-intervenants. Voilà, ça représente aujourd'hui 600 personnes environ, donc c'est un travail considérable qui est mené. Comment vous avez reçu ce rapport? Elles vont dans le bon sens, ces préconisations?
Pour vous? C'est difficile pour nous de commenter les 40 propositions parce que, si vous voulez, on n'est entre guillemets précis. qu'une association de victimes et je pense qu'on n'a pas forcément la légitimité ou l'expertise pour commenter un certain nombre de points qui, je pense, sont extrêmement techniques. Je pense notamment effectivement aux questions du renseignement. On apprécie beaucoup certaines propositions qui sont faites dans l'aide aux victimes. Voilà, il y en a un certain nombre, je pense, qui sont extrêmement intéressantes et qui répondent à des questions qui avaient été posées par les associations à la commission. Donc, effectivement, pour un certain nombre de propositions, on aimerait effectivement qu'elles soient adoptées parce qu'elles sont utiles. Malheureusement, comme on a pu l'évoquer avec le ministre, elles se heurtent pour certaines déjà à des principes de droit qui sont extrêmement difficiles à remettre en cause. Je pense notamment au droit de la presse pour l'une des premières propositions. D'accord. Anne-Yvonne Le Dain, est-ce que ce travail, cette expertise, ça peut amoindrir les chances qu'un tel événement similaire puisse se reproduire à nouveau? C'est À un moment- l'objectif. Mais de toute façon, l'objectif, c'est de tirer des conclusions. C'était le sens de cette commission parlementaire, tout comme il y a également la commission parlementaire d'Éric Ciotti là, qui travaille sur ces questions-là, et donc dont les conclusions arriveront bientôt. Donc le principe, c'est d'essayer d'améliorer. Par ailleurs, tout cela est en justice quand même. Donc on verra ensuite le travail de la justice, qui est un travail de temps long. La question qui est posée et que soulevait M. Marion, c'est le fait que, je le dis sans faille, toutes les personnes impliquées, à un moment ou à un autre, étaient connues depuis 3, 4, 5, 7 ans, mais dans les opérations dispersées. Et la corrélation n'était pas faite. Est-ce que c'était possible, en l'état du droit de l'époque? C'est pas facile et c'est pas évident. Est-ce que ce sera possible demain? C'est souhaitable. Mais il faut aussi dire que les attaques dont ont été objets les Français sont, pour la plupart, ont été conduites depuis l'étranger. Et je pense à la Belgique, à la Grèce, voire même à la Turquie, et évidemment par Daesh. Donc ça pose aussi la question de la place de l'Europe, des frontières européennes et du renseignement européen. Et ça n'est pas un détail. C'est Je crucial. voulais signaler ce tweet d'un de nos téléspectateurs. La droite et Georges Fenech auraient grand tort de s'engouffrer dans ces failles pour polémiquer, car elle-même a failli dans l'affaire Mera. Ça vous inspire quoi, Serge Groix? Je ne comprends pas cette remarque parce que je dois dire que nous avons travaillé dans cette commission véritablement dans une entente absolue, que nous avons eu les premières auditions des familles et des proches des victimes, et qui a donné la marque de départ du travail. Et franchement, ce n'était pas le lieu, ce n'était ni le lieu ni le moment de rien du tout de polémique, et il n'y en a pas eu. Il n'y a eu aucune polémique. Simplement, chacun peut estimer aussi, dans son âme et conscience, quand on est sur des sujets aussi graves qui touchent à la vie, à la mort, de dire... Je pense que l'on fait ce qu'il faut, je pense que l'on ne fait pas complètement ce qu'il faut. C'est la raison d'être même de l'élu et des parlementaires que nous sommes. Je dois dire là-dessus également qu'il y a eu un énorme travail du rapporteur, Sébastien Pietrasanta. J'ai participé à 2 autres commissions d'enquête avant qui avaient déjà beaucoup travaillé. Celle-ci a véritablement fait le maximum pour aller au bout des choses. Je rappelle à nos téléspectateurs Donc, que cette commission d'enquête a été mise en place à la demande de l'opposition. mais vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de polémique. N'en créons vraiment pas. Là où il n'y en a pas, ça a été demandé par les Républicains, parti auquel j'appartiens. Ça a été accepté à l'Assemblée nationale. Il y a un rapporteur qui est socialiste. Il y a eu un président qui était républicain. Et nous avons vraiment... J'ai participé pratiquement à toutes les auditions, à tous les travaux. Je pense qu'on en est d'accord. Et tous les groupes politiques étaient là. Et tous les groupes politiques étaient là. Donc on a vraiment travaillé, je le pense profondément, dans l'intérêt du pays et pour faire en sorte, effectivement, de limiter le risque. Après, au-delà du rapport, il y a une autre question qui se pose. Encore une fois, je crois le rapport propose un certain nombre de choses et je dis que le rapporteur a fait un gros boulot. Bon. Et puis, il y a la politique globale qui est menée. Et le rapport ne peut pas épuiser tous les sujets de cette politique globale. Et il y a un certain nombre de questions qui posent problème. On en a évoqué la question européenne, la question des frontières Schengen. Vous avez eu en 2015, je vous donne un exemple précis, concret. En 2015, et nous avons fait une mission en Grèce. 1 million de réfugiés en Grèce en 2015, de Syrie. 500 000, la moitié, un demi-million, inconnus au bataillon. Inconnus au bataillon. Il n'y a pas un problème de frontière. Vous ne savez pas qui est là. Est-ce que là-dedans,
Vous avez évidemment de l'infiltration qui a été faite. Vous avez des gens qui ne sont pas recommandables qui sont là-dedans. Bon, on ne peut pas évacuer le problème de Schengen, le problème effectivement de la coordination du renseignement européen. Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a là-dedans de l'infiltration. Et quand on n'est même pas capable de surveiller et de connaître, écoutez, il ne faut pas s'étonner après que l'on ait des gens qui ne soient pas recommandables sur le territoire national. Voilà un exemple concret. Et ça, ce n'est pas le rapport parlementaire, il peut l'évoquer cette question, c'est pas le rapport parlementaire qui va traiter jusque dans le détail de cette question-là, bien évidemment. La réponse d'Annie Ledin et après j'interroge Roger Marion. Je ne me permettre pas de donner une réponse, je voudrais simplement dire que tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire de Paris arrivaient de Belgique. Ils étaient en mission sur le territoire national. Ils n'étaient pas sur le territoire national, ce qui prouve que le renseignement national a fonctionné ou aurait fonctionné. Ils sont arrivés, ils voulaient repartir. Certains sont morts et certains ont eu du mal à repartir, y compris Salah Abdeslam, qui n'a trouvé refuge que c'est sa cousine, parce que finalement, il n'y avait plus personne. Donc, c'est pas simple. Ce sont des individus. Et puis, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on doit surveiller ? Qui faut-il surveiller ? Le concept, est-ce qu'on va mettre en préventive des gens qu'on soupçonne que peut-être éventuellement un jour ils pourraient ? On est à la limite d'une société de droit. On est à la limite d'une société de droit entre chacun d'entre nous qui veut avoir la liberté de faire tout ce qu'il veut, y compris la protection de ses données personnelles, y compris une absence de surveillance sur Internet. Et d'un autre côté, quand on a un pépin, on dit mais on aurait dû les surveiller, on aurait dû les suivre, on aurait dû ne pas arrêter, on aurait dû voire même les mettre en préventive. Donc on est dans une contradiction. C'est le principe de la démocratie. Maintenant, il y a eu des événements graves, il y en a dans le monde entier, je le rappelle, on va tirer les conclusions. Et je crois que ce rapport, et c'est important de le souligner, a été fait en toute honnêteté. Et le débat qui a lieu depuis la semaine dernière, montre bien qu'il n'y avait pas, y compris entre Pietrasanta et le ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle la semaine dernière, c'était un peu chaud. Donc on était entre un député socialiste et un ministre de la même obédience. Donc on voit bien que ça prouve bien qu'on a travaillé en toute transparence et en toute honnêteté, et que c'est chaud. Et donc là, ce principe-là, c'est le principe de la République et de la démocratie. Marion, moi, j'en suis fier. Il y a une difficulté à gérer la question du terrorisme en France ? Oui, alors, effectivement, moi, je suis quand même surpris, déçu de tout ce qu'on peut dire, parce que j'ai travaillé avec les services et avec les services de renseignement, y compris au niveau européen, et je pense que les informations passaient. Les informations circulaient. Et c'était des contacts personnels, c'était des contacts institutionnels, et il y avait de la circulation de l'information, il y avait des réunions, il y a une communauté du renseignement. Donc aujourd'hui, c'est trop facile de critiquer le renseignement, parce que c'est quelque chose qui a fonctionné, et les filières étaient connues. Les filières, depuis les actions qu'on a subies en 1995, elles étaient connues au niveau européen, avec la plaque tournante de la Belgique, avec l'Angleterre, vers le Pakistan, vers l'Afghanistan, avec les gens qui revenaient de Bosnie. Donc toutes ces filières ont été poursuivies, ont été connues et, pour certaines, démantelées. Alors, c'est là où est le véritable problème. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Alors que il y a l'institutionnel, mais il y a aussi les échanges entre services qui sont confidentiels. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution de l'action terroriste, et notamment de ses composantes, c'est-à-dire on a affaire à un terrorisme de masse. Et qu'il y a eu... Oui, d'une part, il y a cette limite de l'humain où on ne peut pas surveiller tout le monde. Et à partir de ce moment-là... Il y a les téléphones portables qu'on ne peut pas suivre, voilà. Il y a Instagram, non, mais les téléphones portables et Internet, vous savez, chaque médaille a son revers. Voilà. Ça présente les avantages et les inconvénients. On est d'accord. Ça permet de les suivre, de les surveiller, de savoir ce qu'ils font, mais encore faut-il être sur les bons objectifs. Alors, Serge Grouard... Oui, parce que ce que dit Roger Marion est frappé au coin du bon sens, et il a l'expérience de ce dont il parle, donc c'est important. On ne peut pas surveiller tout le monde. On est confronté à des milliers de personnes potentiellement pouvant passer à l'acte, dangereuses. On ne va pas donner les chiffres exacts, mais enfin, on est sur des milliers. Absolument. Bon, on demande, au niveau français. Même au niveau français. Au niveau français. Bon, là-dessus, comment vous faites à la place des services
sur lesquels il doit y avoir des réorganisations quand même, à mon avis, parce qu'il y a trop de cloisonnement, trop de ceci, cela. Bon, mais c'est mission impossible. Et c'est pour cela que je dis que tant que l'on n'évoluera pas dans nos propres schémas, dans nos concepts, dans notre manière de faire, on aura le plus grand mal à y arriver. On peut améliorer les dispositifs existants. Des éléments sont en train d'être faits, mais ça ne changera pas le fond. Le fond, c'est que vous avez des flux permanents, vous avez des millions de personnes qui bougent en permanence dans les frontières, les machins, etc. Vous avez là-dedans des gens pas recommandables qui passent dans les mailles du filet, et vous en avez des milliers. Comment on fait par rapport à ça très concrètement? Et c'est là où, non pas par rapport au rapport, mais par rapport aux politiques qui sont conduites, et je le dis pour ma part depuis des mois, je ne comprends pas pourquoi un certain nombre d'outils, y compris de droit, ne sont pas utilisés. Je cite en permanence la possibilité, quand on a des gens qui sont partis combattre à l'étranger, Daesh ou organisations terroristes, ils sont à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On conventionne par exemple avec la Turquie pour que la Turquie nous dise il y a un tel qui va rentrer et on le coffre à l'arrivée. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, je dis qu'on peut lui interdire de revenir sur le territoire national. Je dis que c'est possible, je dis que c'est dans le code civil. Et à ce moment-là, et vous en avez quelques milliers de concernés. Vous avez combien de personnes dans les attentats du Bataclan? Combien de terroristes? Quelques-uns. Alexis Lebrun, vous avez explications des parlementaires. Donc, c'est dans le code civil. Je peux vous donner les articles, etc. Je suis intervenu à l'Assemblée là-dessus pour poser la question. Je n'ai pas de réponse. Je dis qu'on peut leur interdire le retour sur le territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fera? On dira, oui, mais ils vont quand même passer. Ils n'ont pas besoin de votre autorisation pour arriver. On est d'accord. Oui, mais vous avez les fiches de signalement. Vous avez les moyens ensuite, dans toute la mesure du possible, et ça ne sera pas à 100%, mais de les arrêter et de les expulser. Voilà, c'est l'article 23.8 du Code civil. Je ne l'ai pas inventé, il existe. Il existe. On n'utilise pas. Il y a des articles dans le Code pénal qui permettent de durcir des peines avec des peines incompressibles pour faire en sorte que des gens... alors, vous avez raison dans ce que vous dites. Le problème... soupçonner, mais démontrer comment, valider comment, ça, la question se pose. Mais on a un arsenal à notre disposition. Et puis après, il y a le concrètement, c'est ce que vous disiez, comment on fait concrètement. Voilà. Et là, il y a un certain nombre de choses à faire aussi. Alexis Lebrun, on n'a pas beaucoup parlé. Ça vous satisfait, ces explications des parlementaires? Vous voulez réagir? Pour revenir sur le rapport, même si vous n'êtes pas expert. Il y a un point extrêmement important dans le rapport qui est pour nous, en tant que victimes, effectivement extrêmement important. C'est qui a été dit d'ailleurs par le rapporteur à Bernard Cazeneuve, je crois, à l'Assemblée. C'est que ce rapport établit l'impossibilité pour les services de renseignement de connaître la cible du Bataclan avant que les attentats aient eu lieu. Et finalement, Bernard Cazeneuve, quand on écoute ses auditions et qu'on l'a rencontré cet après-midi, il partage ce constat, c'est-à-dire qu'on affirme qu'il n'était pas possible pour la France... De savoir que le Bataclan était ciblé. Je prends l'exemple du Bataclan parce que c'est celui qui est le plus appuyé par les faits. Il était vraisemblablement pas possible d'anticiper qu'il allait être visé. Or, il y a quand même un certain nombre de faits qui viennent appuyer... Enfin, en tout cas, le fait qu'on puisse discuter au moins de ça. Et c'est vrai que c'est extrêmement douloureux pour les victimes d'entendre ça. Et également Bernard Cazeneuve, même si pour le coup, il ne fait que dire la vérité, il dit qu'on ne peut pas... Vous pensez qu'on savait que le Bataclan était visé? C'est ça? Il y a des faits qui sont dans le rapport qui permettent de le discuter, puisque quelqu'un qui est rentré de Syrie en août 2015 a expliqué de son interrogatoire que les salles de concert de rock était visé par Daesh, que le commanditaire des attentats du 13 novembre lui avait demandé de réaliser des attentats comme ceux qui ont été réalisés. Il était auditionné par le juge Trévidic. Oui. Exactement. Il a donné également... Oui, mais il n'a pas cité le Bataclan. Il a cité les salles de concert de rock, c'est déjà... Non, mais les salles de concert, il y en a énormément. Mais bien sûr, mais c'est pas une... Mais évidemment que c'est... Non, mais je suis d'accord que c'est difficile. Mais ce n'est pas une excuse. Dire il y a énormément... Personne dit qu'il y a des... Non, mais bien sûr. Parce hein. qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de lieux qui sont déjà protégés et où il y a énormément de cibles. Donc après, tout est une question de choix, évidemment. Mais toujours est-il qu'il a décrit les lieux, il a décrit le mode opératoire, puisqu'il explique qu'on lui a demandé de tirer dans une foule, dans un endroit fermé où il y avait beaucoup de monde, type salle de concert de rock, et il a dit que ça arriverait très bientôt. Donc cette info, elle est sortie dans la presse en mi-septembre 2015. Moi-même, je l'ai lu d'ailleurs à l'époque. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite le 13 novembre. Donc nous, quand on a été reçus par la commission, on a demandé effectivement quelles mesures avaient été prises pour protéger
les lieux mentionnés en l'occurrence. Et de ce côté-là, je dois dire qu'on est un petit peu insatisfait parce que le fait, encore une fois, qu'il y ait beaucoup de festivals, beaucoup de salles de concert de rock, je pense que ça ne dispense pas de prendre des mesures quand une telle menace est aussi sérieuse et proférée. Roger Marion. Eh bien, cet exemple tragique justifie pleinement la proposition de la Commission de la création d'une agence centrale de lutte contre le terrorisme, et non pas simplement une agence centrale de renseignement. Pourquoi ? Parce que... Alors, refusé par Bernard Cazeneuve, hein, Non, mais cette proposition. peu importe. Je veux dire, ce que vient de dire le porte-parole de l'association des victimes est tout à fait juste. Moi, je n'en connais que ce que j'ai lu dans la presse, mais ça ressort de dossiers d'instruction, n'est-ce pas ? De déclarations chez des juges d'instruction et peut-être chez le même juge d'instruction, semble-t-il. Le juge Trévidy, oui. C'est pas évident, non. Donc, ensuite, on a affaire là à des informations qui sont faites à l'instruction, mais avant d'arriver à l'instruction, on passe par un service de police judiciaire, n'est-ce pas ? Donc, est-ce qu'elles ont été faites antérieurement également en police judiciaire ? On ne peut pas le dire. Mais quand j'étais en activité, je veux dire, les procédures judiciaires, elles étaient quand même connues tout à fait par les services de renseignement, puisqu'il y avait une coopération et ils n'hésitaient pas à venir demander ce qu'il y avait, puisqu'il existe une unité de lutte de coordination de lutte contre le terrorisme au sein de la DGPN, dont les informations, on se les transmettait. Le problème est le même avec ce qu'on appelle aujourd'hui le renseignement pénitentiaire. Il y avait et il existe toujours le suivi par les services de renseignement, que ce soit des détenus quand ils sont sous mandat de dépôt ou à leur sortie. Donc, on a changé la loi sur ce point. On a changé la loi sur ce point, vous le savez. C'est fait. Oui, c'est fait. Donc, il y a besoin de se communiquer les informations entre les services de renseignement et les services judiciaires. C'est pour ça qu'il faut que cette agence, elle soit créée, et il faut qu'il y ait qu'un seul patron qui ait autorité sur tout le monde. Et à ce sujet, les Belges... Il n'y a pas de patron de l'antiterrorisme en France. Mais non, il n'y a pas de patron. Vous avez un patron dans chaque service. Et vous avez des services qui ne communiquent pas, qui sont cloisonnés. Moi, je voudrais dire aussi qu'il faudra que la proposition, et c'est nécessaire, de relancer le renseignement territorial, c'est essentiel. Hein, aujourd'hui, tout a été... Bon, c'est un gouvernement d'avant, mais tout a été transféré au niveau central. Ça n'a pas suffi et on a perdu une information. Or, Mohamed Merah, c'est Toulouse. Saïd Kouachi, parti de Paris, à Reims... Voilà. Donc il faut relancer. Donc on a un gros travail à faire. Quant à dire, et je voudrais quand même le dire, je voudrais quand même saluer le travail de nos fonctionnaires. Police, gendarmerie, santé. Pour faire un travail remarquable. Non, il faut quand même le dire parce que c'est pas un ventre mou dans lequel on travaille. Justement, police reproche de la commission d'enquête envers l'action de la police, l'action donc du ministère de l'Intérieur, lors de l'intervention au Bataclan. Pour le président de la commission, Georges Fenech, on n'aurait pas dû faire intervenir la BRI, mais plutôt le RAID, qui est plus outillé dans les opérations antiterroristes. Écoutez, c'est ça ? on a beaucoup investi cette question-là. Oui. Il y a eu beaucoup d'auditions, on a posé, je crois, toutes les questions qu'il était possible de poser, dans le respect des compétences des uns et des autres, et notamment des procédures engagées. Je vais vous dire crûment, moi je ne partage pas ce point de vue-là. Bah merci, je suis contente. Bon. Je vais parler en mon nom parce que ce sont des sujets extrêmement difficiles, délicats. Il y a des professionnels qui interviennent, qui ont une expertise. Nous sommes parlementaires, nous ne pouvons pas avoir toute l'expertise, il faut le dire honnêtement. Mais quand même, je connais un peu ces sujets-là. Alors pourquoi vous ne partagez pas cette... J'ai travaillé avant d'être parlementaire sur beaucoup de choses avant. Cette préconisation, Serge Roy. Donc, parce que... D'abord, il y a eu une opération de police rapide, très vite, avec des gens courageux. Et moi, je leur tire mon chapeau. Parce que je dis à qui que ce soit, allez-y. Entrez là-dedans et allez-y. Voilà, il y a des gens qui ont risqué leur peau pour en sauver d'autres. Et ils en ont sauvé.
Bon, Absolument. voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'on peut s'interroger, on est sur des sujets de fond là, hein. On peut s'interroger sur le fait d'avoir de la BRI, du RAID, du GIGN. Est-ce qu'il faut qu'il y ait 3 unités comme celle-là? Est-ce qu'il en faut qu'une? Est-ce qu'il faut coordonner l'ensemble? Oui, ça, c'est des bonnes questions. Je rappelle à noter Mais un peu de pédagogie, juste Oui, deux pardon, secondes. pardon, excusez-moi. Un peu de pédagogie. Le RAID, donc créé en C'est 1985, lutte contre le grand banditisme, Ouais, la criminalité organisée, le terrorisme, est rattaché à la direction générale de la police nationale. Voilà, c'est la police. BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention créée en 64, dépend de la préfecture de police de Paris. Elle cumule des fonctions judiciaires. Et il y a le GIGN, c'est les gendarmes. C'est les gendarmes, c'est l'équivalent Voilà. militaire du RAID. Voilà, ce sont les unités d'élite qui interviennent dans les coups durs comme ça. Bon, la BRI, de ce que j'en ai vu, je ne parle que pour moi, elle a fait le job. Je trouve. Elle a fait le job. Donc je ne la critiquerai pas. Et je dis, moi, pour avoir connu les questions militaires, c'est facile de critiquer ceux qui sont au feu. Hein. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Il faut un courage Bon, physique, Alexis quand même, Lebrun. hein. Enfin, voilà. Donc moi, je ne critique pas. Par contre, vous parlez DGPN, police nationale, préfecture de police, BRI, RAID. Oui, là, il y a matière à s'interroger. Est-ce qu'il ne faut pas rapprocher tout ce monde-là? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait moins de cloisonnement, plus de travail en commun, plus de mutualisation des moyens, voire de fusion? Ces questions-là, quand on est parlementaire, on doit les poser, c'est notre responsabilité. C'est justement ce que propose le ministre de l'Intérieur. On l'écoute et on réagit juste après. Il était auditionné. J'ai invité les 3 patrons des services spécialisés à venir passer un moment avec moi, sans le DGGN, sans le DGPN, sans le préfet de police de Paris. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, on peut continuer la guerre et on peut continuer la tradition. Mais enfin, nous sommes quand même dans un pays qui est confronté à une menace terroriste extrême. Et les Français attendent que la République les protège et que la République les protège des terroristes. Et ils se posent assez peu la question de savoir quelle est l'entité de la force spécialisée qui l'aura fait dès lors que la République parvient à le faire. Et donc ça doit être ça notre devoir. Notre devoir, ça ne doit pas être d'être forts séparément les uns des autres ou d'apporter la démonstration qu'un tel peut être plus fort ou plus performant que tel autre. C'est d'être fort ensemble. Roger Marion, on s'est retrouvé au milieu d'une guerre des polices. C'est la première fois que le ministre de l'Intérieur a le courage de prendre une telle décision, c'est-à-dire de bousculer ce cloisonnement des services, cette répartition de compétences territoriales. C'est la première fois. Et effectivement, c'est une bonne décision. Maintenant, bien évidemment, il n'y a pas lieu, je veux dire, alors que le RAID est à 20 minutes du centre de Paris, de privilégier. Mais vous avez bien vu la réaction, et je veux dire, on est tous, je veux dire, ça a été très courageux, l'action de la BAC. Ça montre que, Oui. et du commissaire de la BAC, Le commissaire ça a qui été arrive excessivement Oui, qui a courageux. quelqu'un, quand même. Parce Un que, courage. voyez Et voilà. ce qui manque. Et ce qu'ils ont fait, ces hommes, c'est qu'ils sont sur le terrain en permanence. Ils apprennent qu'il y a eu... Ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils y vont et ils interviennent. Ils interviennent et, comme vous l'avez dit, ils sauvent des centaines de vies. Hein. Et après, vous avez les pompiers qui seulement, sont rentrés pour sauver les gens. il y a une limite. Il y a une limite à leur action parce qu'ils ne sont que 3 ou 4. Hein, peut-être 3 seulement. Et donc, c'est cette initiative, ce caractère opérationnel. Ils ont eu un courage féroce, je veux dire, lors de cette intervention. Et le temps de rassembler les forces, de connaître, d'appréhender la situation, vous voyez, d'appréhender la situation et de prendre la mesure de cette tragédie, eh bien, il faut rassembler les forces, et celle qui est à disposition, la première, bien évidemment, compétence territoriale exige. Alexis Lebrun, vous étiez au Bataclan ce soir-là. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que la police a
a bien fait son travail. Bah, écoutez, vous faites bien de parler effectivement du commissaire et de son chauffeur qui sont rentrés à deux. C'est un point extrêmement important. Déjà, c'est celui qui me permet de vous parler aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai dit à la commission quand on a été auditionné. Et c'est le cas effectivement de centaines d'autres personnes vraisemblablement. Donc, on fait bien d'aborder ce moment-là particulier parce qu'il faut bien dire que c'est une initiative personnelle qu'ils ont prise de rentrer. Ils n'ont pas attendu, sauf erreur de ma part, un ordre. Ils sont rentrés avec leurs petits pistolets. Ils sont arrivés comme ça, effectivement, dans l'inconnu. Comme ça a été dit, ils ont éliminé le terroriste qui était sur scène. Et ça a changé, évidemment, complètement le cours de la soirée, comme le rapport le souligne tout à fait. Donc, évidemment, c'est une action héroïque que nous, on ne peut qu'admirer, être reconnaissant tous les jours. Donc, évidemment. Et puis, pour ce qui est de l'intervention des services que vous avez mentionnés, c'est compliqué de se prononcer sur les questions de fusion. Ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, quand vous êtes dans une situation comme la nôtre ce soir-là, évidemment que ça vous paraît long, le délai d'intervention. Évidemment que vous aimeriez que tout aille plus vite. Néanmoins, comme on l'a dit aussi à la commission quand on a été auditionné, le résultat, et c'est dit dans le rapport, il est là, effectivement. C'était pareil qu'en janvier. Les personnes qui étaient otages, elles ont été toutes effectivement exfiltrées sans victimes supplémentaires ni blessures de plus. Et compte tenu effectivement de la difficulté que représentait la topographie du lieu et des conditions d'intervention, je pense qu'évidemment on ne peut que saluer le résultat, même si évidemment se retrouver 3 heures dans une salle avec ces 2 personnes, c'est pas évidemment une expérience que vous avez envie de vivre, mais oui, nous, on ne peut que saluer l'intervention des forces de l'ordre ce soir-là. Il y a aussi l'attentisme des militaires, des forces sentinelles. Ça par contre, c'est un point extrêmement important que la commission, je crois, a débattu et qui, pour le coup, par contre, choque. Oui, les policiers de la BAC qui demandent d'utiliser les fusils. Non, mais un militaire, je vais me permettre. On n'est pas en zone de guerre, c'est normal qu'ils aient refusé de donner leurs fusils pour. Un militaire, c'est une faute majeure que de laisser son arme. Mais oui. Donc il n'a pas à donner son arme. Et les militaires ont eu la réaction que tout militaire qui se respecte doit avoir de ce point de vue-là. Donc là, je les défends. Après, les militaires, il faudrait qu'on rentre dans tel que nous avons pu reconstituer les choses sur l'arrière du Bataclan, comment les militaires étaient positionnés là. Ils ont assuré une couverture arrière pour la police. Après, est-ce qu'ils auraient dû entrer, ne pas entrer ? C'est un débat, moi, que je ne sais pas en termes opérationnels tranchés. Je ne sais pas, même en ayant vu la configuration des lieux, parce que vous pouvez ajouter là-dedans, vous pouvez ajouter de la confusion à de la confusion et du drame au drame. Parce qu'il y avait déjà, lorsque l'on parle, de mon point de vue, encore une fois, je suis très prudent et je ne parle que pour moi, mais lorsque l'on parle de la question des militaires, les policiers sont à l'intérieur. Et les terroristes sont encore à l'étage. Ils sont à l'étage, mais personne ne sait où ils sont. Combien y en a-t-il ? Est-ce que ça tire ailleurs ? Est-ce que vous avez déjà entendu des tirs, attentats à la nation, des quand même. tirs et des tirs en extérieur dans une ville ? Si vous pouvez me dire d'où ça vient, vous êtes très très fort. Parce qu'il y a de l'écho, parce qu'on ne sait pas exactement, parce qu'on ne sait pas s'il y a d'autres attentats dans l'attentat. C'est là où je disais tout à l'heure dans le début d'émission, on peut refaire a posteriori toute la séquence, sachant ce qui s'est passé. Mais quand vous arrivez sur les lieux que vous ne savez pas, vous avez en fait des actes réflexes qui sont bons, qui ne sont pas bons. On a dit effectivement sur les policiers qui sont entrés chapeau. Je le dis et je salue ce que vous dites pour avoir vécu ce que vous avez vécu, parce que nous en parlons confortablement là, mais je pense que pour vous, ça doit être quelque chose. Donc, je salue la manière dont vous le faites. Je trouve que c'est également remarquable. Hein. Je le dis. Et donc, voilà. Et donc, vous avez cet effet de sidération. Vous avez des forces qui s'organisent. Vous avez des pompiers qui sont pris sous le feu. Vous avez des impacts de balles sur un des camions de pompiers. Et là, vous êtes à l'arrière.
Et qui pourtant rentrent dans le Bataclan pour soigner les gens. Et les militaires, à ce moment-là, Les secours ils étaient sécurisent. suffisamment formés pour ce genre d'opération, les secours. La question des Apparemment, en tout secours. cas, ils se sont comportés d'une manière remarquable. Ils ont constitué ce qu'on appelle un nid là, pour les blessés les plus graves. Donc il y a eu un gros travail des forces de pompiers et un courage physique énorme. Il faut savoir aussi que les militaires étaient positionnés au couvent des Cordeliers, me semble-t-il, de manière, parce qu'il y avait quand même eu les attaques sur la place de la Nation, qui étaient en même temps. Donc il n'était pas du tout impossible qu'il y ait d'autres gens ailleurs sur le territoire de la ville de Paris où il aurait fallu envoyer l'armée. C'est quand même ça la réalité. On peut tout refaire a posteriori. Mais par contre, en tirer les leçons, oui, et je crois qu'on le fait, en sérénité. Alexis Lebrun, sur cette histoire des militaires qui ne veulent pas filer leur FAMAS aux policiers de la BAC, c'est normal, comme disent les parlementaires? C'est une question extrêmement délicate et extrêmement importante également. Comme vous l'avez dit, c'est très facile de refaire l'histoire. Il y a effectivement le point de vue militaire. Le ministre de la Défense, quand il a été auditionné, a expliqué très bien ce qui avait empêché effectivement qu'ils interviennent et qu'ils se séparent de leurs armes. Donc quand on est effectivement novice en la matière, on comprend tout à fait ces protocoles. Maintenant, ça, c'est un point de vue. Il y a évidemment le ressenti que vous avez en tant que victime de ces attentats et famille de victimes. Là, pour le coup, je me fais porte-parole de beaucoup de gens. Il faut comprendre, même des personnes qui n'ont pas été victimes des attentats, des citoyens qui sont extrêmement interloqués par cette situation. Là, on pose la question du plan Sentinelle au global, qui est un point pour nous central quand on a été auditionné, et un point extrêmement important du rapport. Ils voient au quotidien donc, des militaires qui sont postés dans des lieux devant des lieux dits sensibles, en grand nombre. Et ils sont armés avec des fusils d'assaut. Et au final, vous avez cette histoire effectivement qui est sortie dans la presse, qui explique que ces 4 militaires qui sont arrivés au Bataclan, ils n'ont pas eu l'ordre d'intervenir, ils ne sont pas intervenus, ils ne pouvaient pas se séparer de leurs armes. Donc évidemment, je comprends complètement et je partage, il faut le dire à titre personnel pour l'avoir vécu, un petit peu la stupéfaction. Parce que quand vous êtes à l'intérieur et que vous attendez qu'il se passe quelque chose, quand on vient vous dire ensuite, évidemment, qu'il y avait des gens devant, mais que l'ordre n'a pas été donné, c'était pas prévu par le protocole. Même si vous êtes novice en matière de défense, évidemment, c'est difficile à entendre, et ça, je le comprends parfaitement. Il faut voir quelle est l'utilité véritablement de ces militaires qui sont armés. Enfin, l'ennemi n'était pas visible une fois qu'il était rentré dans le Bataclan. Hein. Alors, l'ennemi avait été abattu par les 2 policiers. on va poursuivre. La question se pose sur une opération de type Sentinelle. C'est une vraie question de fond aussi. Est-ce que les militaires doivent être sollicités pour des opérations sur le territoire national de ce type-là? Est-ce que ça ne relève pas des forces de sécurité, police, gendarmerie? Moi, je réponds oui, ça relève de la police et de la gendarmerie et pas des militaires. Et je pense que cette opération devra trouver un terme prochainement. Alors on l'a dit, je vous donne la parole juste après. On écoute. Le rapport le dit. On a dit la clé, c'est le renseignement. Le président de la commission d'enquête, Georges Fenech, insiste aussi sur la fusion des services de renseignement. Une agence nationale du renseignement pourrait être plus efficace. Ça n'est pas l'avis du ministre de l'Intérieur qui use d'une métaphore culinaire. Et la réponse indignée de Georges Fenech quelques jours plus tard. On écoute et on réagit juste après. Quant à l'agence nationale, si elle devait être un guichet de plus, là où vous constatez qu'il y en a déjà trop, nous serions dans une situation où nous aurions transformé le millefeuille que vous regrettez en plum pudding. Et ce n'est pas l'objectif du gouvernement. J'ai été consterné, mais véritablement consterné, par la réponse du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, mercredi dernier, aux questions d'actualité au gouvernement. Qui a parlé de plum pudding pour qualifier exactement, des propositions. C'est inacceptable. Sur une question du rapporteur de sa majorité en plus, M. Sébastien Pietrasanta. Peut-être qu'il ne considère pas les travaux de votre commission. Écoutez, venez à nous dire que ce que nous proposons, c'est du plum pudding. Moi, j'imagine. C'est quoi pour vous? C'est-à-dire, vous rajoutez au millefeuille, vous compliquez. C'est une injure. Anne-Yvonne Le Dain, c'est assez tendu entre le ministère de l'Intérieur et la commission d'enquête. Moi, j'étais assise juste à côté de Sébastien Pietrasanta dans l'hémicycle. Je veux dire, ça a fait un choc quand même. Mais parce que la formule est forte. Hein. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas de confusion entre les parlementaires et le gouvernement. Et que l'exécutif et le législatif, c'est pas la même chose. Et que le débat, il est public. Et ça a permis de faire apparaître des divergences d'analyse, y compris entre Sébastien Pietrasanta et Georges Fenech, d'ailleurs. Hein, et qui ont permis de faire mûrir les choses, ce qui fait que le rapport aujourd'hui, il est consensuel, profond. Maintenant, le sujet est grave. C'est une affaire terrible, ce qui est arrivé. Qu'on aboutisse à des mots un peu inappropriés, on va dire. Je le regrette un peu, mais il faut voir aussi que je crois que quelque part, ça montre que la situation est dure,
et qu'elle est dure pour tout le monde, y compris le ministre, et qu'il l'assume. Voilà. Bon, on le voit demain matin. Il y a Vous le rencontrez demain à 8h. On le rencontre demain avec la commission. Enfin, en tout cas, ceux qui veulent, on y sera. Et il a fait une lettre de 12 pages, dans laquelle il prend le risque d'écrire les choses et donc de les rendre attaquables. Et je trouve que c'est courageux et, à vrai dire, intelligent. Je voulais signaler ce tweet de Bertrand Lapreille. En matière de terrorisme, il faut toujours tourner 107 fois sa langue dans sa bouche avant de parler et le combattre au quotidien et partout. On l'entend peu, il a été auditionné par la commission d'enquête, Bernard Bajolet, c'est le directeur général de la sécurité extérieure, la DGSE. Alors lors de son audition devant la commission d'enquête, le 25 mai, il déclare, je cite, « Des attentats comme ceux du 13 novembre marquent bien un échec du renseignement extérieur. Ils ont été planifiés à l'extérieur de nos frontières et organisés en Belgique, c'est-à-dire dans l'aire de compétence de la DGSE. Ils représentent aussi, sans doute, un échec pour le renseignement intérieur dans la mesure où ils se sont produits sur notre sol. » Un aveu d'échec, Roger Marion? Oui, un aveu d'échec. C'est le problème de la coopération, de cette communauté du renseignement, des échanges d'informations qui sont... Mais en fait, moi j'ai connu, c'était tout à fait régulier entre les pays, puis avec la Belgique. Donc c'est ça qui est incompréhensible. Alors que les filières sont connues, les individus sont connus, les structures existent, donc on peut effectivement parler d'échec parce que c'est ce cloisonnement, ce manque de communication entre services qui a noué ça. Oui, mais moi, je suis bien qu'on dit ça, je comprends, Monsieur Marion, mais en même temps, d'abord, il y a la question européenne et les divergences de traitement et de comportement dans chacun des pays. Donc, il y a un vrai problème au niveau de Frontex et d'Europol. Donc, ça, je crois que c'est sur la table. La France a fait des propositions multiples à la Commission européenne. Ce sont les États qui veulent garder leurs informations. Je suis d'accord. C'est pas le renseignement. Non, mais quand je dis l'Europe, excusez-moi, il y a l'Union, il y a plein de choses en Europe. Donc, on a un vrai problème par rapport aux frontières de l'Europe quand même, et à la circulation des gens à l'intérieur. Il faut que chaque pays fasse son travail. Donc il faut que chaque pays se parle sur la manière de faire le travail. Ça, c'est clair. Mais pour autant, je rappelle et je redis, tout ça est arrivé de Belgique, de Grèce, voire de Turquie. C'est attaquer notre territoire, mais ils n'étaient pas chez nous. Et finalement, il y en a peu qui sont français. Donc on prend en charge... On va le faire et on se pose des questions. Au point qu'il y a cette enquête parlementaire, il y aura le judiciaire derrière, il y a un travail avec les victimes qui est à faire, mais arrêtons de battre notre coulpe en permanence. Cette question du terrorisme islamiste aujourd'hui, il est mondial. Et c'est une épreuve qui va durer un certain temps. Moi, je ne veux pas non plus qu'on tombe dans le mea culpa constant. Il faut rectifier, il faut améliorer, il faut avancer, mais avoir des solutions magiques, je n'y crois pas. Parce que si on fait un seul truc à la tête, il va réunir qui, combien de temps, tout le temps, qui va regarder quoi, qui va vérifier quoi. Et la grande question, elle est aussi dans nos démocraties. Chacun veut sa liberté. Et quand on touche à sa propre liberté, on ne veut pas qu'on y touche, mais on veut être protégé par l'absence de liberté des autres. Donc c'est des vraies questions politiques, parce que c'est des vraies questions de justice et de comportement d'une société par rapport à des individus. Donc c'est délicat. C'est pas quelque chose qu'on traite d'un verre de main en disant « il n'y a qu'à ». Et finalement, on n'a qu'à tous les enfermer. Et on les trouve comment? On décide de qui? Là où il y a eu faute, il faut quand même le dire. Mais dire c'est un tel qui est fautif et pas un tel, ou plutôt un tel, c'est que grosso modo, on tournait sur 20 personnes. On tournait sur 20 personnes entre Toulouse, Carcassonne, Montauban, Reims. Et on les a tous dans la main. Ils se connaissaient tous entre eux. Or, je voudrais aussi dire, pour rassurer nos concitoyens, l'opération Sentinelle, elle a permis de trouver 578 armes de guerre. Ce qui est beaucoup. Mais honnêtement, moi, je m'attendais à 3000. C'est beaucoup et c'est très peu. C'est beaucoup et c'est très peu. Voilà, c'est beaucoup et c'est très peu. Je ne vais pas donner le petit manuel de comment se procurer une arme de guerre, parce que on n'est pas là pour ça. Mais enfin, tous les gens qui travaillent sur le sujet le savent. Bon, donc problème des frontières, on l'a dit tout à l'heure. C'est un vrai sujet. Je suis d'accord, il n'y a pas de solution miracle, sinon ça se saurait, c'est évident. Mais sans jeter l'opprobre, parce que c'est tellement facile, mais en même temps, on peut constater des faiblesses ou des dysfonctionnements. Et c'est ça qu'il faut qu'on corrige. Tous les terroristes de 2015 étaient quand même connus. Oui. Tous. Oui, tous. Sauf erreur de ma part, tous. Bon, là-dessus, c'est ce que... Oui, ils étaient tous connus. M. Marion disait tout à l'heure.
bien connecter les données. Mais, vous ne les avez pas partagées. Mais pas seulement ça, parce que vous avez des gens qui ont été à un moment surveillés, suivis, vous en avez même qui ont été en prison. Oui. Mais alors, ça le patron du repose renseignement intérieur, Patrick Calvar, que vous avez auditionné, il pointe 3 dysfonctionnements. La limite du contrôle judiciaire à cause des droits trop importants de la défense. Bien sûr. Droits trop importants de la défense, vous parlez de liberté. Des équipes dépassées par la multiplication des réseaux de communication, la multiplication des faux papiers où il préconise le développement de la biométrie. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Alors, donc, d'abord, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger les structures de Frontex, d'Europol et tout ça avec le renseignement. Le renseignement, il est placé sous le sceau du secret défense. Donc, dans le renseignement, quand on a de vrais services de renseignement, et nous les avons, eh bien, ceux qui font... Ils sont bien formés, c'est secret. Arabisants. Oui, il y a ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. On se pose la question, ça n'a pas été abordé dans le rapport. On n'en parle pas. Ça n'a pas été abordé dans le rapport. Vous avez raison. Vous comprenez, on veut contrôler les services de renseignement. On veut les encadrer avec des règles de droit. Mais non, c'est plus du renseignement. Vous comprenez, c'est plus du renseignement. Alors... on est vraiment sur une ligne de crête. Là, vous parlez des frontières. C'est La perméabilité des frontières, elle a toujours existé, elle existera toujours. Et sur ces propositions par rapport à la biométrie, la France, vous savez, on a l'imprimerie nationale qui a le projet du titre national d'identité dans les cartons depuis 10 ans. Ce titre national que nous vendons à l'étranger. Exactement. N'est-ce pas? Que nous vendons à l'étranger et qu'on n'est pas capable, nous, on n'a pas la capacité de l'adopter pour des questions justement de liberté individuelle. D'autres l'ont adopté, et ce sont des pays qui sont assez démocratiques. Le titre national d'identité biométrique. On arrive à la fin de cette émission. Alexis Lebras, je voulais vous demander, est-ce que le travail de cette commission d'enquête, est-ce que ce travail-là, il a pu contribuer quelque part à faire un peu votre deuil sur ce qui s'est passé? Écoutez, il faut être toujours modeste, je pense, dans les attentes. En tout cas, de vous apaiser. Ce qui est très difficile aujourd'hui, et malheureusement le rapport ne peut pas vraiment y répondre, c'est qu'on vous sentez plus protégé avec c'est qu'on a un terrible aveu d'impuissance en fait sur un certain nombre de sujets, comme ça a été dit. Évidemment, tout le monde souhaite être protégé de tels actes. Or, le ministre lui-même ne peut apporter évidemment la garantie que ça ne va pas se reproduire parce qu'on n'en a absolument pas les moyens. Et effectivement, sur un certain nombre de points qui ont été évoqués, on le voit très clairement. Vous l'avez dit sur les armes, c'est extrêmement facile de se procurer des armes de guerre en Europe. C'est quand même extrêmement effrayant pour, je pense, tout citoyen, même pas seulement victime d'attentats aujourd'hui. Vous avez la multiplicité des cibles. Effectivement, on a des effectifs qui sont limités. Donc, on dit que si on protège telle et telle cible, les autres ne seront pas protégés et donc cette faille sera exploitée. Donc, si vous voulez, c'est terrible, c'est la réalité, mais c'est un aveu d'impuissance qui, tout simplement... On recrute massivement quand même. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut tout demander à l'État aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un travail... Il y a le travail qui a été engagé avec en matière de formation, qui va être engagé, c'est dans le rapport d'ailleurs, en matière de formation au premier secours, mais également à la prévention et à la prise de conscience qu'on peut effectivement partout, sur tout le territoire national, et chacun d'entre nous pris dans une situation difficile. Donc ce travail, il va falloir le faire. Ça ne va pas être simple, c'est une révolution intellectuelle. La France est un pays dans nos têtes à nous, sûr et tranquille. On voit bien que c'est un pays sûr, mais pas complètement tranquille. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on parle d'Emmanuel Macron et de ses ambitions présidentielles. À demain, 19h30, ça vous regarde. Bye bye.